et bienvenue dans le nouveau numéro de Toulouse et vous. On est ensemble pendant 1 heure, on va parler culture, politique, écologie, sortie avec Cédric Rousseau. Salut. Salut Alex, sortie avec Léo de Pinkin qui nous rejoindra. Exact. On va parler musique et culture avec Mina, notre soleil, Mina de regard. Soleil du midi. Voilà. Exactement. Et on va parler aussi laïcité, politique, fait société, sociale avec Lucas Duval. Et faire repasser, exactement. Lucas Duval qui est avec nous, notamment de la qui est avec nous. On va parler de liaison dangereuse aussi. Liaison dangereuse aussi. Bonjour Lucas. Salut Alexandre, salut Cédric. Et avant, on a un petit micro-trottoir quand même réalisé par la Regbox. Et Jordan, c'est tout de suite. Ça s'affiche juste là dans Exprimez-vous. Niveau écologie, vous faites quoi pour justement améliorer votre impact écologique Alors, je prends de moins en moins souvent la voiture. Je fais le tri sélectif. Je fais attention à ma consommation d'eau, d'électricité et de gaz. Pour des raisons écologiques et financières aussi. Voilà, donc j'essaie de faire un maximum. J'évite. J'essaie de prendre plus souvent le train que l'avion quand c'est possible. Voilà, je fais des petits gestes à ma mesure. Les marchés locaux, est-ce qu'ils jouent dans votre contribution à avoir une alimentation plus écologique ? J'y travaille au marché, alors c'est pour ça, donc. Donc ça aide. Ça aide, voilà, exactement, oui. Mais le problème, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de produits, ils viennent de l'étranger. Eh oui. Espagne, Maroc, Portugal, les oranges, et puis voilà, quoi, parce qu'il y a des produits qu'on n'a pas, quoi. Est-ce que vous utilisez les transports en commun ? Oui. Vous utilisez quoi comme transport ? Métro, bus. Vous trouvez qu'ils sont bien gérés, niveau horaire, lieu ? Alors du côté où j'habite, ces temps-ci non, parce qu'il y a beaucoup de travaux. Donc du coup, on ne sait pas à quel moment ils passent vraiment, à quel moment ils ne passent pas. Donc on peut attendre presque 1 heure à l'arrêt de bus. Donc voilà, c'est plus le côté désagréable, quoi, surtout avec les travaux. Donc sur 1 à 10, vous noteriez comment ? Là maintenant 2. Oui, mais on a galéré ce matin. En plus, avec la petite, le bus il était rempli parce qu'il y avait une dame qui attendait déjà presque 1 heure. Et avec la petite, il n'y avait pas de place, même si le chauffeur voulait nous laisser monter, mais les gens ne voulaient pas se pousser. Donc du coup, on a fait à pied. Donc 2. Ouais. Donc les transports, il faudrait par exemple rajouter des lignes, rajouter des amplitudes horaires ? C'est même pas ça, c'est par rapport aux travaux qu'ils trouvent une solution, surtout pour les personnes âgées, parce qu'il y a une dame âgée aussi... quand elle a vu que le bus ne passait pas, elle a fait à pied. Et quand elle a vu le bus, le temps qu'elle court, le chauffeur ne s'est pas arrêté puisqu'elle n'était pas à l'arrêt. Donc qu'ils trouvent une solution, surtout pour les personnes âgées, quoi, quand il y a les travaux. Ouais. Plus d'horaire, ouais. Plus horaire ? Oui. Parce qu'après, généralement, les déviations elles sont plutôt bien faites. Donc moi, je trouve que c'est bien desservi quand même. Oui, c'est bien desservi voilà. Quand il n'y a pas les travaux. Mais quand il y a les travaux, surtout pour les personnes âgées, ils ne savent pas à quel moment qu'ils passent. Et puis c'est long pour eux de faire, par exemple, de Papus jusqu'à Bagatelle. Faire à pied, c'est dur. Merci beaucoup pour votre temps. Est-ce que vous utilisez beaucoup les transports en commun ? C'est pas un transport en commun, j'utilise Vélo Toulouse. Donc la piste cyclable, vous en pensez quoi ? Que c'est nécessaire pour être en sécurité. Est-ce que vous connaissez l'occitan ? Qu'est-ce que ça vous dit pour vous ? Alors l'occitan, oui. Moi, je suis originaire des Hautes-Pyrénées. On parle plutôt sur ce secteur-là du gascon, qui est un dialecte de l'occitan. L'occitan, elle est composée de plusieurs dialectes. Donc sur le bassin toulousain, on parle le languedocien. Et donc, nous, on y est sensibilisés parce que, moi, mes grands-parents déjà parlaient déjà, on va dire, le gascon déjà entre eux. Donc, et moi aussi, j'étais en école où j'ai appris des chants en gascon et puis ou en bigourdan et puis participer à des temps, on va dire, festifs pour justement pouvoir chanter ces chansons-là. J'ai mes enfants qui sont en école bilingue, occitan et français. Donc eux sont plus que sensibilisés, eux ils pratiquent, on va dire, la langue au quotidien
dans le milieu scolaire, parce que c'est vrai que bon, dans le milieu familial, on n'en parle pas. Après, par rapport à l'occitan, je pense que là aussi, il y a un mérite à ce que ça soit aidé et appuyé par les collectivités, notamment dans les écoles, pour venir en aide aux enseignants. Par exemple, en école maternelle, il y a des écoles bilingues, mais elles sont en difficulté parce que ce n'est pas des classes considérées comme telles, donc il n'y a pas forcément une ATSEM dans ces classes-là. Donc c'est pas forcément une aide, quoi. Donc si on veut vraiment développer l'occitan, il faut mettre en place des moyens pour pouvoir aider à développer cette langue. Merci beaucoup pour votre temps. Beaucoup de choses à dire, ce monsieur. Merci à lui, en tout cas. Nous sommes donc avec Lucas Duval, inspiré un petit peu par les Toulousaines, les Toulousains, justement, qui disent que finalement le transport ça va bien, même si avec les travaux c'est toujours compliqué, mais ça c'est partout, hein. Dès qu'il y a des travaux c'est toujours un peu compliqué. C'est vrai. Je rigole parce que là on a le Alex modéré, faut faire de la voiture avec Alex dans les travaux. Mais je vous filmerai bientôt des émissions. Il souffre d'un syndrome Gilles de la Tourette en règle générale. C'est infernal, c'est-à-dire que j'insulte et puis ensuite je chante. C'est complètement dingue. L'occitan aussi, ça vous touche? Ça te, Oui, on peut se tutoyer. On a le même âge. Pas tout à fait, mais oui, on va dire que... Non, tu es très jeune, Non, mais sur les travaux, moi j'habite dans une zone où il y a des travaux, mais j'ai envie de dire, en général, quand il y a des travaux, c'est pas pour rien, je crois en tout cas, j'espère. Non, c'est vrai que moi j'habite dans le secteur de Bonnefoy, donc c'est vrai que là où passait le L9, aujourd'hui, il y a une navette de chantier, il y a le 39, donc ça va à peu près. Ça, j'ai pas à me plaindre, mais je comprends cette dame qui dit par contre que quand il y a des travaux, ça peut compliquer un peu le quotidien. Même si quand moi je suis arrivé à Toulouse, c'était en 2018, j'étais étudiant, j'ai apprécié payer 10 € par mois pour les transports en commun pendant un mois. Ça, c'est sûr que ça a été quand même formidable et on va dire de manière générale, il me semble que Toulouse est plutôt pas mal desservie. On peut toujours faire mieux, ça c'est sûr et certain. Mais il faut évidemment voir avec les gens ce qu'il faut faire, avec quel budget, surtout dans ces temps un peu compliqués. Bref, c'est quand même des sujets un peu denses et un peu compliqués à travailler, je pense. Moi, je voudrais qu'il y ait un funiculaire, comme à Pau. Oui, Funiculand. Pour monter l'avenue de la Gloire. Exactement. Jean-Michel Hatt, justement, pour en parler avec lui. On va revenir sur la LICRA. Est-ce que déjà tu peux nous rappeler les fonctions de la LICRA exactement? Parce que pour beaucoup c'est flou, pour beaucoup c'est très clair quand on connaît bien. La LICRA, c'est la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Donc on a été fondé il y a bientôt 100 ans. On est une asso bientôt centenaire en 1927. À l'époque, c'était contre les pogroms qui pouvaient se passer en Europe de l'Est notamment. Je vous refais pas l'histoire, mais fin des années 20, années 30, années 40, c'était un peu compliqué en Europe. Mais dès le départ, oui, très petit chouïa, petit détail. Et donc en fait la LICRA, dès le départ, on va dire que c'était sa mission principale, mais en même temps, même si elle s'appelait la LICA à l'époque, il n'y avait pas le R de racisme, elle s'occupait pour autant des personnes qui pouvaient être victimes de racisme. Et ça, on a des traces par exemple, dans le journal qui est édité par la LICRA depuis les années 30, où déjà on disait contre le racisme, contre l'antisémitisme, engagez-vous. Et cet asso, du coup, aujourd'hui, c'est une asso qui est, on va dire, avec pas mal de facettes. Autant on va intervenir dans les milieux scolaires pour aller devant des collégiens, des lycéens, assez peu devant des primaires, même si on le fait parfois, pour pouvoir discuter avec eux du racisme, de l'antisémitisme, des discriminations, des valeurs de la République. On intervient devant les écoles, d'ailleurs pas que collège, lycée, on fait aussi devant les écoles de formation, les écoles de foot, de rugby, on fait aussi dans le milieu de la culture, bref, peu importe ce qu'on aime ou l'appétence qu'on peut avoir, on va forcément trouver quelque chose qui nous convient à la LICRA comme action et comme chose à faire. Si vous voulez devenir raciste ou antisémite, donc contactez la LICRA, il faut des ateliers. Non, c'est pas ça. Ça va plus être la déconstruction de ça, mais si vous voulez, venez et on vous accueillera pour essayer de déconstruire tout ça. Donc la LICRA centenaire, rien n'a changé.
À quoi sert la LICRA? Parce que rien n'a changé, ça s'est empiré, j'ai l'impression. Je pense de pas tous que les ça- côtés, du racisme, de l'antisémitisme, des fois l'un a attiré l'autre aussi, surtout ces derniers Ouais, temps. je suis pas sûr que ça ait empiré. En tout cas, on n'en est pas encore au niveau où on va génocider un peuple parce que une religion. En tout cas, j'espère qu'on ne reviendra pas à ça. Comme tout le monde, je pense, ici. Non, c'est vrai qu'on avait. Non, moi j'ai très envie qu'il y ait des génocides. C'est contrariant. Donc, du coup, je pense quand même qu'on avait connu une période où, effectivement, on avait peut-être l'impression où le racisme, l'antisémitisme, les discriminations pouvaient un peu s'atténuer. Mais force est de constater que, quand même, depuis. Je ne sais pas le dater, mais depuis 10, 20 ans peut-être, on a quand même une recrudescence absolument terrible de ces actes. Et notamment là, depuis un peu plus d'1 an, avec ce qui s'est passé, les attaques terroristes en Israël du Hamas, eh bien, on va dire, ce conflit entre Israël et le Hamas, mais plus largement entre Israël et la Palestine, qui vient, on va dire, un peu exacerber les tensions et qui vient parce que certaines forces politiques et forces associatives qui souhaitent importer ce conflit en France en font usage, eh bien, vient mettre un peu de l'huile sur le feu. Ici, on le voit avec des manifestations qui, sous couvert parfois de slogans pour la paix, entre guillemets, viennent, on va dire, avoir des slogans un peu antisionistes, féministes voire, notamment. oui, par exemple, c'est vrai que J'ai dans vu, des manifestations féministes, qu'il y ait des drapeaux palestiniens partout. Bref, c'est vraiment une importation dans toutes les strates de la société. Mais pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche? Parce que j'ai l'impression que ça marche, justement. Pourquoi, Leur stratégie? Pourquoi ça fonctionne? Parce qu'il y a une stratégie, mais c'est parce qu'il y a des gens pour répondre à cette mais stratégie. ça, c'est Mais sûr. pourquoi d'un coup ça se réveille? Parce que jusque-là, ça date pas d'hier, le conflit et Oui, la guerre. Et puis on va rappeler qu'en plus, la base de ce conflit, contrairement à ce que croient les gens, n'est pas une base religieuse. À la base, le conflit israélo-palestinien, il a éclaté il y a 70 ans pour une question de flotte, pour une histoire de lac et de récupérer l'eau. C'est une base politique et de conflit territorial, ça c'est sûr. Faut pas oublier un truc d'ailleurs aussi, c'est que quand le conflit là est reparti, il y avait des manifestations en Israël d'Israéliens qui étaient donc anti-sionistes contre le pouvoir en place et qui voulaient que ça change. Pas forcément antisioniste, mais en tout cas anti-colonialiste, anti-impérialiste. On peut appeler un chat, je veux dire, faut pas oublier, contrairement à ce que l'a dit Manuel Valls il y a quelques années, l'antisémitisme et l'antisionisme, ce sont deux choses différentes. L'antisémitisme, c'est par rapport à une religion. Le sionisme, c'est un pouvoir politique. Et donc, il y a pas mal de juifs aussi qui sont antisionistes. Et voilà. Et moi, pour avoir, je salue Salam au crâne du Tacti collectif. J'avais eu l'occasion, grâce au Tacti, de rencontrer des Israéliens. Les Israéliens sont exactement comme les Palestiniens. Ils en ont marre de cette guerre. Moi, je me souviens d'un qui m'avait dit, moi, mon voisin, il est palestinien, c'est mon frère. Il me disait, mon père a fait un AVC, heureusement, il y avait mon voisin pour le sauver. Quand il y a des bombardements, ils accueillent les gosses les uns les autres. Le problème est aussi une question de politique, quoi. Le problème, c'est on s'intéresse pas assez au peuple. Ouais, on met trop de trucs au niveau. Ma question, elle est pourquoi en France? En France, c'est ailleurs. Pourquoi en France? Quand plus d'un tiers des Français, je l'ai appris ce matin, pourront pas passer Noël tranquillement, on peut encore dire Noël, j'espère. Ça devient compliqué, ne peuvent pas fêter Noël. Quand on voit que tout le monde est en train de crever de faim, peut pas se chauffer, peut pas. Je répète, je vois ma mère de 70 ans, mon père de 75, qui ont travaillé toute leur vie et qui me disent on fait quand même attention à pas trop se chauffer. J'ai pu acheter des gros manteaux, des trucs comme à la maison. Je me dis c'est pas normal. Et nous on s'occupe d'un conflit. Pardon, moi personnellement, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre parce qu'on a des conflits internes déjà que j'aimerais qu'on règle. La guerre contre les gangs, j'aimerais qu'on les règle. On n'en parle pas. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on se cantonne à une guerre, à un conflit qui existe depuis, pour nous, sur le plateau, toujours, au lieu de s'occuper de ce qui se passe? Moi, c'est ça que je demande aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe en France pour qu'on en arrive à ce que ça fonctionne et que ce soit un bordel général un peu de ce côté-là? Disons que je l'analyse de différentes façons. C'est-à-dire que la première chose, c'est que il y a quand même des personnes qui ont un intérêt aujourd'hui en France, et d'ailleurs pas qu'en France, hein, dans toute l'Europe et aux États-Unis, enfin en tout cas dans toutes nos démocraties modernes. Ça n'a pas marché du coup. Suite aux élections, preuve que non, c'est que les Américains ont voté Donald Trump et donc un petit peu contre
Tous ces voilà, un coup c'est la Palestine, un coup Oui, mais ce c'est la même chose en sera. France. Les C'est Français. jamais les chrétiens d'Orient. Hein, Ouais, mais c'est la même chose. Justement, j'allais venir, c'est la même chose en France. Les gens n'ont pas voté en masse pour le parti qui aujourd'hui importe ce conflit-là. Donc, je pense qu'il y a déjà des gens du coup qui ont un intérêt, on va dire, à bordéliser, si je peux dire comme ça. La deuxième chose, c'est quand même qu'il y a un certain relent, quand même antisémite derrière ça, à savoir que ce sont des Israéliens, donc. Si on fait la ligne, majoritairement des personnes juives qui ont eu, grâce à l'ONU, un territoire qui était peuplé à la base par des personnes qui n'étaient pas toutes musulmanes, il faut le dire. l'ONU. Non, mais il faut le dire, et que du coup, dans un contexte où, pour beaucoup de personnes politiques, les personnes maghrébines issues de l'immigration et ou musulmanes, alors je mets des guillemets, je mets tout dans le même sac parce que c'est comme ça qu'ils nous le servent, sont devenus un peu un nouveau prolétariat, eh bien ça veut dire que quoi qu'il arrive, il va falloir les défendre. Et donc, à travers ça, eh bien, ils voient effectivement des Palestiniens qui, il faut le rappeler, dans la bande de Gaza, sont des otages du Hamas, de l'organisation terroriste qu'est le Hamas. Ça servent comme un bouclier humain, notamment. C'est ça. Eh bien, aujourd'hui, effectivement, il y a des civils qui meurent. C'est absolument pas normal. On est tous choqués par ce qui se passe et on est tous pour qu'il y ait le moins de victimes civiles possibles. Mais donc, ils voient que, effectivement, les chiffres, il y a 1200 Israéliens qui, il faut le rappeler, étaient des Israéliens de gauche, qui du coup, eux, militaient pour la paix, etc. Donc bon, bref, ça, on a l'impression qu'ils les ont oubliés. Mais à côté, on voit des chiffres d'ordre de 40, 50 000, ils se disent, non mais vous voyez, entre 1000 et 50 000, c'est quand même catastrophique, enfin, c'est quand même pas normal. C'est vrai, hein, les morts civiles, il faut absolument les éviter. Et donc, ils se disent, bon, Israéliens, ils font la ligne, un peu juif, donc eh bien ça veut dire que il y a ce relais antisémite là qui fait aussi qu'il y a ça. Mais ces mêmes personnes, on les entend pas sur ce qui se passe dans d'autres conflits. Je pense en Syrie, hein, Bachar al-Assad a tué des centaines de milliers de Syriens. On n'a pas entendu un mot de ces mêmes personnes. Et pourtant, eh bien, on est sur des proportions bien plus grandes encore. Donc je pense qu'il y a, on va dire, voilà, un certain relais antisémite qui vient du coup alimenter ça. Et après, le fait que en France, il y ait quand même donc la France insoumise et à travers Mélenchon qui joue sur les communautés. Et à travers ces communautés-là, eh bien, il se dit bon, ben voilà, nouveau prolétariat. En plus, les jeunes, eh bien, ils sont plutôt sensibles, on va dire à la paix et à ce qu'on va dire l'égalité, le fait que on puisse avoir de l'empathie notamment, enfin voilà, donc il se dit bon on va essayer d'embarquer les jeunes, ça marche en partie, on le voit dans les facs, hein. Ce sont des minorités, des groupes minoritaires de 10, 20 personnes. Ce sont des jeunes qui n'ont rien à voir avec le côté musulman justement, parce que moi c'est ce que je remarque aussi beaucoup dans les manifs, hein. Je vois très peu de gens qui seraient musulmans. Je vois surtout des petits fils à papa, pardon de le dire, hein, je vois le public de quotidien, en fait, dans ces manifestations-là. Je vois pas, très peu, en tout cas, de gens. Est-ce que c'est pas aussi là je parle même pas de religion, mais je parle de racisme de la part, de la France insoumise, d'aller justement cibler des gens qui ont rien demandé à personne, qui galèrent déjà assez comme ça, parce que déjà c'est compliqué quand tu viens dans un pays de pas être de ce pays-là, et peu importe le pays où tu vas, peu importe d'où tu viens, est-ce qu'ils profitent ces gens-là, et je veux pas, en plus premier degré, je veux pas les cibler spécialement, mais c'est eux qui font ça. Ah oui, c'est eux qui font ça. Alors pour moi, c'est une sorte de racisme de fragmenter la population selon sa couleur de peau, selon son origine, selon sa religion. Elle s'est déjà entendue. Son origine, même, j'irai plus loin, son origine supposée. C'est ça. Supposée, c'est pour ça que je disais c'est supposée. pareil pour la religion, hein. C'est une religion réelle ou supposée. Et c'est pareil pour la nationalité. C'est une nationalité réelle ou supposée. Bref, il voit une personne, on va dire, qui a l'air, je vais grossir le trait, il voit une personne qui a l'air un peu maghrébine. Bon, mais forcément, cette personne, il faut aller la soutenir. C'est forcément le bon côté. Ouais, alors que non. Et c'est ça. Et pour moi, j'assume de dire. Non mais j'assume absolument de le dire que ces personnes, en faisant ça chez la France insoumise, font un petit peu du racisme. Ça s'apparente à ça, en tout cas de la discrimination, qu'elle soit positive ou négative, selon la couleur de peau, la nationalité réelle ou présumée, l'origine réelle ou présumée, la religion. Pour moi, c'est la même chose. Mais bon, ils ne le voient pas comme ça. Moi qui suis universaliste, ça me choque complètement. Eux,
a priori, ça a peur de trop Je suis très mal pour les musulmans qui doivent on peut subir avoir ça. des racines tout en étant universaliste. L'un n'empêche Oui, pas non, l'autre. Absolument, là, mais non, moi le entièrement premier, hein, si on regarde mon arbre généalogique, il n'y a pas que du français. Moi, il n'y en a pas. Moi, ça s'arrête à même pas ma mère. Elle est née italienne sur le sol français. Donc, tu vois, je suis vraiment pas un Gaulois. Hein. Voilà. La laïcité, justement, Ouais. en France, est-ce que c'est pas un problème sur tout simple, c'est que il y a deux manières de voir la laïcité. On voit ça de manière à ce que chacun est libre de croire en ce qu'il veut ou de ne pas croire, à partir du moment où il ne fait pas une apologie, où il n'en fait pas. Et il y a l'autre qui est non, il faut que tout reste en dehors. Voilà, la laïcité, c'est quoi exactement? Alors la laïcité, ça va être, effectivement, tu l'as dit, le fait de croire, de ne pas croire, ou d'en changer. D'ailleurs, c'est aussi ça, la laïcité. Mais c'est, en gros, la liberté à la française. C'est-à-dire, c'est ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Bon, la laïcité, c'est pas l'interdiction du voile dans l'espace public, par exemple. Ça, il y en a qui veulent faire croire que la laïcité, c'est ça. Bon, ces mêmes personnes qui veulent faire croire ça, bizarrement, le voile dans l'espace public, ça les dérange. Mais alors, les bonnes sœurs avec un voile, littéralement, ça n'a pas l'air de les déranger. Mais c'est parce que, pardon, c'est parce que ça fait partie de l'histoire. Il y a une église dans chaque ville, dans chaque village. Donc on se dit, ça fait partie de l'histoire aussi. Pourquoi la nier, cette histoire-là? Pourquoi la mettre de côté? Non, mais C'est ce qui justement, fait aussi ce que nous justement, pour moi, c'est pas un problème de voir une femme voilée ou de voir une femme, une bonne sœur avec son voile. Pour moi, c'est la même Elle a chose. pas le même signe. Si. Ah bah si, c'est Si. littéralement, D'accord, c'est en fait, littéralement c'est- se cacher sous un bout de tissu pour des raisons religieuses. Enfin, C'est quand je vois une exactement personne le faire même une signe. prière sur un parking Intermarché à Castanet à l'heure du coucher de soleil. Je suis désolé, j'ai pas vu de bonne sœur faire ça. Bien sûr. Mais après, Tu vois, il y a pour moi, c'est donc pas dans la la même laïcité le fait aussi de vouloir faire en sorte que chacun puisse s'émanciper de la religion qu'on lui inculque à la naissance. C'est-à-dire que, et c'est on va dire tout l'objectif de la loi de 2004 sur les signes religieux à l'école, c'est le fait de dire l'école est alors je veux dire ça de manière exprès, c'est un temple sacré Ouais. de la République où on inculque aux enfants non pas le fait de ne pas croire, mais le fait de pouvoir croire à ce qu'on veut ou de ne pas croire aussi. D'ailleurs, voilà, c'est le fait en gros, vous arrivez à l'école, oui, si vous voulez, vous êtes musulman, chrétien, athée, pastafarien, j'en sais rien, mais avant tout, vous êtes des enfants de la République, vous êtes des élèves qui êtes là pour apprendre, le savoir universel, c'est-à-dire la science, etc. Et aussi, on vous apprend à pouvoir aussi parfois pouvoir remettre en question ce qu'on vous apprend à la maison. C'est-à-dire que un enfant qui va avoir inculqué en lui la religion à fond, etc., on lui dit à l'école, publique évidemment, tu as le droit de penser ça, mais si jamais tu veux aller contre ça, tu peux. Et c'est pour ça qu'on a interdit les signes religieux à l'école. Bon, certains ont fait des esclandres pas possibles. Il y a eu, c'était il y a 2 ans, je crois, sur la baya, il me semble. De tous les ans. Ouais, non, mais la loi sur la fin de la Ah oui, circulaire de sur la Gabriel baya, Attal. Ouais. je crois que c'était il y a, oui, il y a 2 ans, 2022, je pense. Ouais. Et donc, certains disent, oui, mais cette loi est faite pour stigmatiser les musulmans. Non, pas du tout. Cette loi est faite pour tout le monde. C'est la même chose pour Oui, tout on le peut monde. pas arriver avec une kippa à l'école. Absolument. Ou, Et puis une écharpe, le phénomène de la chrétienne. baya, ça a été quand même assez symptomatique. C'était une frange intégriste de la religion musulmane qui a dit on va faire en Disons-le, les sorte. frères musulmans. À un moment Oui, donné, frange intégriste, frères musulmans, Voilà. qui ont dit on va essayer de Faire les termes. contourner cette loi-là pour essayer Mm. de mettre un peu le bordel à l'école. Et ils ont dit la baya, ça s'achète chez H&M, mais portez-la comme un vêtement religieux. Voilà. Donc à partir du moment où certains ont voulu en mettre une signification religieuse sur ce vêtement-là, ça devenait un signe religieux ostentatoire. Et à partir de ce moment-là, il fallait donc respecter la loi de 2004 et interdire ce port de vêtements. Mais si demain la religion catholique disait le nouveau truc à la mode dans la religion pour dire ouais je suis trop religieux, c'est Le String Panther. par Je suis exemple, trop religieux. non parce que ça se voit pas, Je suis trop religieux. mais par exemple ça serait je sais pas une veste particulière.
eh bien, ça serait la même chose. Il faudrait l'interdire aussi. Et c'est normal. Non, mais voilà, c'est vrai que les tensions, en tout cas, ne sont pas prêtes de s'arrêter de ce côté-là. Moi, non, parce qu'à partir du moment où... Vous avez du boulot à la LICRA, parce que ça, c'est sûr. C'est tous les jours. LICRA, métier d'avenir, malheureusement. Oui, malheureusement. On préférerait fermer l'association. Oui, on préférerait dire, bon, on a fait notre boulot, il n'y a plus de racisme, il n'y a plus d'antisémitisme. Maintenant, on va faire vous rencontrer, partager ensemble. Honnêtement, on préférerait ne pas avoir à militer. Malheureusement, force est de constater qu'il faut qu'on milite, mais il faut qu'on milite encore plus dans les prochaines années, parce que la jeunesse de ce pays, alimentée par les réseaux sociaux notamment, bien l'extrême droite et l'extrême gauche viennent, on va dire, nourrir... Est-ce que c'est pas justement parce qu'il y a une place à prendre? Parce que ça va être compliqué là. Parce que... tu me donnes combien de temps? on oublie un peu, je t'en avais parlé hors antenne, je voulais revenir un peu sur le sacré, mais pas le sacré religieux. Le sacré peut-être historique, le sacré. On a vu Emmanuel Macron, au milieu de Notre-Dame, réouvrir, faire la visite. Et il y avait tout le monde autour pour un président qui ne marche plus. On dit Brigitte, pas Notre-Dame. Qui ne marche plus. Et à partir de là, moi je me suis dit, c'est plus le président de la République, enfin c'est le président de la République, mais c'est plus Emmanuel Macron, et c'est Notre-Dame représente un petit peu par sa grandeur, le fait qu'elle a ça traversé les siècles pour la fabriquer, c'est des générations qui ont fait ça. Là on l'a rafistolé en 5 ans grâce aux Compagnons du Devoir, grâce à des nouvelles lois comme quoi quand on veut, on peut, et quand on peut, on doit. Je sais, c'est de Napoléon, je l'ai appris ce matin ça. Et donc ça s'est fait très rapidement, on est passé sur le côté administratif, on l'a mis de côté, on a dit on le fait, comme pour les JO, le Covid et le reste. Donc c'est possible, c'est faisable. Essayez de voter peut-être et de rappeler ça aux élus nationaux. Et on a vu ce côté sacré. Est-ce que c'est pas ça aussi qui fait que ça a mal dans le pays, c'est qu'on oublie un petit peu ce qu'il y a au-dessus de nous et que finalement on se conforte dans le téléphone portable, on se conforte dans ce que va dire le prêtre radical ou l'imam radical, on se conforte dans le fait je me sens pas français parce que elle a pas d'histoire la France, on passe notre temps à dire que finalement l'histoire française, elle a inventé, c'est des gens qui ont inventé l'histoire française, ça n'a pas vraiment existé. On parle de roman national, puis il y en a qui disent non, en fait ça n'existe pas. Puis comme si tout le monde disait vrai sur son histoire dans tous les pays. Seulement, il y a peut-être aussi... De toute façon, dans tous les pays, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Hein. Voilà. Donc, il y a quelque chose à raconter aussi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette perdition de ça qui fait que... Alors, c'est très vague ce que je veux dire, mais qui fait qu'on perd des valeurs qui font qu'on va se mettre vers d'autres valeurs qui, elles, n'hésitent pas à exister, à se mettre en avant. Donc, soit le nationalisme très fort, soit l'antinationalisme très fort. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que on a perdu quelque chose. Alors moi, je le mettrais pas dans le sacré, mais je le mettrais plutôt dans les valeurs de la République et le fait que la République, on va dire, soit notre bien commun à tous. C'est-à-dire que sous la Troisième République, on va dire clairement, avec la loi de 1905, on a voulu foutre à coups de pied dehors les curés et tout ça, on va dire de la vie publique. On leur a dit, mais rentrez dans vos églises, l'église chez elle, la loi chez elle, et on fait ça. Et moi, je pense que à travers l'école où on les a, c'était les hussards noirs de la République, parce qu'à ce moment-là, il fallait que la République s'affirme, il fallait que la République gagne face à la religion, et à la religion avec un grand R, peu importe ce qu'on croit. Eh bien, à ce moment-là, on a inculqué les valeurs républicaines, presque à coup de forceps, quoi. C'était vraiment, on les mettait dans la tête. Pour moi, disons que je pense qu'on a pris pour acquis le fait que les valeurs républicaines, c'était acquis. Ça existe, tout le monde les aura toujours. Et en fait, du coup, on a un petit peu laissé tomber cette inculcation à l'école, parce que c'est, je pense, à travers l'école qu'il faut le faire, de ces valeurs qui font qu'on est république et qu'on fait choses en commun. Et la nature ayant horreur du vide, eh bien effectivement tu l'as dit, les intégristes de toutes parts ont dit moi je vais prendre la place. Et puis l'intégriste d'à côté il a dit lui il le fait, pourquoi je ferais pas aussi? Et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Et pour moi c'est une réaction entre guillemets normale dans un groupe humain que quand il y a du vide, eh bien que d'autres avec de bonnes ou de mauvaises intentions essaient de prendre ce vide-là. Là dans ce cas-là c'est mais pourquoi les élus foncent dedans là? Je sais que la LICRA aura beaucoup de boulot à faire à Albi par exemple. J'ai fait un reportage sur Albi. Je suis très choqué de ce qui se passe et je suis très choqué de l'élu qui est, je crois, Horizon ou Macron, enfin des deux c'est pareil, qui laisse faire et qui subventionne des choses pas très nettes, en tout cas pas très laïques, j'ai envie de dire. C'est pour moi une priorité. Il faut que la République soit un combat de tous les jours, de tous les instants, et que ce combat, on le mène avec
les armes qui sont nécessaires. Voilà, il faut utiliser le registre guerrier, selon moi, en disant que ce combat est un combat qui est difficile, qu'on a mis du temps à mettre en place au 19 et au 20e siècle, et que malheureusement, on risque peut-être de devoir y retourner. Parce que quand on voit dans les différents sondages, il y a... Dans les jeunes générations, c'est là où il y a le plus de gens qui sont monarchistes, qui sont pour l'empereur, pour tous ces folklores-là. Et c'est urgent, je pense, qu'on puisse travailler avec ferveur là-dessus. L'Angleterre, ils sont monarchistes, et l'Espagne aussi, c'est pas du folklore, c'est leur... C'est des monarchies constitutionnelles, et ça reste un folklore comme un autre. Ça reste un folklore, oui. Et ça coûte une blinde aussi. Ah, moi je trouve pas. Moi je trouve qu'au contraire, ça rajoute une grandeur. Je trouve que ça rajoute une grandeur. C'est-à-dire que quand on a le président qui vacille, on se dit, c'est pas grave, même s'il a pas un pouvoir réel, bien qu'il en a un. Et ça marche pas toujours. On pense à la reine d'Angleterre qui pouvait pas donner son avis sur le Brexit, mais qui s'est habillée aux couleurs de l'Europe pour dire, moi je ne suis pas pour. Et ça n'a rien changé, je suis d'accord. Mais peut-être qu'il y a des gens qui se sont dit, moi je me suis dit, en français du Sud, je me suis dit, ah ben, quelque part, la reine d'Angleterre a donné son avis et c'est touchant, parce que ça veut dire qu'on va peut-être pas dans la bonne direction, parce qu'elle a vécu des choses selon l'angle dans lequel on se pose. Moi, c'est ça que je rajoute à la monarchie. Quand en Espagne, il y a eu les inondations, les politiques étaient là à se renvoyer la balle. C'est pas moi, c'est toi. Il y a le roi espagnol qui s'est déplacé en disant, on est désolé. Mais ça, c'est censé être le rôle du président dans une démocratie parlementaire. On se rend compte que ça mais marche le pas. problème, c'est qu'en élisant notre président au suffrage universel direct, eh bien, on en a fait un monarque. Mais un monarque qui est censé diriger. Alors que le président, à la base, sous la Troisième République, le président était le garant de la continuité de l'État. Il n'avait pas ou peu de pouvoir. Enfin, il avait peu de pouvoir. On a fait un président roi. C'est ça. Et en fait, c'est le problème, c'est qu'en fait, on l'a rendu trop, enfin, on l'a mis trop en avant, alors que le président de la République, en tout cas selon moi, et dans une démocratie parlementaire, doit être le garant des institutions, au-dessus de la mêlée, et garder, on va dire, cette continuité-là. Ouais. C'est vrai. Cette émission est très intéressante. Oui, pour ça demanderait aussi peut-être de revoir un peu la géographie politique. On en a eu la preuve il n'y a pas longtemps sur la dissolution. Moi, j'ai pas compris qu'il y ait dissolution parce que c'était pas un scrutin français, c'était un scrutin européen. Je crois que même Emmanuel Macron n'a pas compris. Le truc, Personne chez lui. Je crois que même lui n'a pas compris la dissolution. Justement, on parle politique. Il y a plusieurs droites, il y a plusieurs gauches aussi. Est-ce que la gauche qui a et vous convient, peut-être tout le groupe, je ne sais pas, est-ce que cette gauche, notamment à Toulouse... Là, je vais parler en mon nom propre, parce que la LICRA est apartisane, même si c'est une association politique, il y a des gens de gauche et de droite, donc on est tous pas ceux qui veulent d'accord. Justement faire... Mais on est tous d'accord sur le fait qu'il faut que la gauche et la droite restent républicaines. Et ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais à Toulouse particulièrement... Mais quand on voit une personne qui s'est déclarée, je pense à François Piquemal, qui donc est de la France Insoumise, ben moi c'est pas ma gauche du tout. La gauche qui fait des communautés, c'est pas ma gauche. La gauche qui cherche à plaire par électoralisme, ben c'est pas ma gauche. Pour moi, la gauche, elle est républicaine ou elle n'est pas. Donc c'est pour ça que moi, et de plus en plus, je classe la France Insoumise comme n'étant pas de gauche en tant que parti. Je ne dis pas que dedans il n'y a pas des gens de gauche, mais en tant que parti. Aujourd'hui, pour moi, la France Insoumise s'est mise en dehors de la gauche. Et tu dis à Toulouse, il y a les municipales qui arrivent, même si peut-être qu'avant on aura de nouvelles législatives, on ne sait pas. Mais au municipal, moi, si jamais François Piquemal devait être tête de liste de la gauche, entre guillemets, bon, déjà, je suis sûr et certain que cette liste perdrait, parce que les Toulousains, la ville de Toulouse, ça se gagne au centre gauche, au centre droit, ça se gagne pas à extrême gauche, à extrême droite. Et d'un point de vue très personnel, c'est un secret de polichinelle. Je souhaite être candidat à Toulouse sur une liste en 2026 et je ne serai pas candidat s'il y a un seul insoumis. Rassemblement national. Non, s'il y a un seul insoumis sur la liste. Et c'est pour ça qu'avec d'autres amis, d'ailleurs en dehors du Parti radical de gauche, vraiment je sors ça de toute démarche partisane, certaines ne sont même pas encartées, eh bien on réfléchit à des idées qu'on pourrait porter, à des projets, on réfléchit à Toulouse, comme toute personne qui est engagée à Toulouse, je pense, doit le faire, en tout cas réfléchir pour l'intérêt des Toulousains et pas pour son intérêt personnel. Donc c'est une annonce un peu de espèce d'officialisation de 2026. Alors moi je le dis très clairement. Oui, moi ça m'intéresse, ça en intéresse d'autres, mais pas avec la France Insoumise. Ça c'est aucun LFI. Aucun LFI.
Si la gauche veut gagner, je suis convaincu qu'il faut exclure la France Insoumise et faire un cordon sanitaire autour de la France Insoumise. Et que ce soit au niveau local comme au niveau national. Est-ce que ça marche bien les cordons sanitaires? Parce qu'on se rend compte que beaucoup ont voulu le faire avec le Rassemblement national et ça n'a pas marché, ils sont numéro 1. Oui. Peut-être que c'est aussi pour ça que la gauche aujourd'hui a du mal et qu'on voit que l'électorat se déporte à droite. Parce que les gens, je pense, aujourd'hui sont conscients du fait qu'une partie de la gauche s'est trahie dans ses valeurs et dans ce qu'elle est censée représenter. Pour moi, et que ce soit encore une fois au niveau local comme au niveau national. Je me tourne vers ma caution de gauche. Faut voir aussi où se situe la trahison. D'accord, il y a des gros problèmes avec Mélenchon et compagnie. Tu m'excuseras, mais Manuel Valls de gauche, ouais. Et puis moi, je suis Mère Teresa en string, quoi. Non, mais on est d'accord. Pour moi, la gauche, c'est censé être celle qui défend la République, qui défend le fait que chacun ait le droit à sa chance, mais qui défend aussi une écologie qui va pas punir certains pour on va dire, être débile à se mettre sur un credo. Mais c'est aussi celle qui fait, quand même, il faut le dire, un petit peu d'économie. Parce que sans économie, tu peux pas créer le social si t'as pas de richesse. Pour répartir les richesses, il faut de toute façon qu'il y en ait. Et c'est cette gauche-là aussi qui assume clairement d'être républicaine et d'aller aussi taxer au portefeuille ceux qui ont les moyens. On est dans Toulouse et vous, le Toulouse de Lucas Duval, qu'est-ce que c'est ? C'est le Toulouse qui pourra avancer sur des questions prioritaires comme l'écologie, même si je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. C'est le Toulouse qui saura aussi, on va dire, devenir la capitale qu'elle doit être, parce que Toulouse, c'est pour moi une capitale, au-delà d'être une capitale régionale, c'est une capitale peut-être même européenne, si on prend la carte, on est quand même à la croisée un peu de tous les chemins. Et ce Toulouse-là, c'est évidemment le Toulouse qui, au niveau de l'innovation, continue à faire ce qu'elle sait faire. On n'est pas capitale européenne de l'aérospatiale parce qu'on a décrété, parce qu'on a des réelles choses. Moi, Toulouse, j'ai été adopté par cette ville quand je suis arrivé en 2018. J'ai adopté moi aussi cette ville et pour rien au monde, je la quitterai. Pour moi, c'est aujourd'hui, c'est ici ma maison. Moi, je suis Gersois de base, je suis pas de très loin. Mais voilà, c'est cette ville que j'aime et que j'ai appris aussi à aimer assez rapidement parce que la convivialité à la toulousaine, c'est nulle part ailleurs. Les briques rouges, même s'il fait un peu moche, il fait beau. Voilà, sans reprendre des musiques de Toulousains connus, mais voilà, c'est des clichés peut-être. C'était Big Flo et Oli. C'est pas Zebda. Mais voilà, sans tomber dans le cliché, pour moi, tous ces clichés, en tout cas, tout ce qu'on raconte sur Toulouse, c'est comme ça, en tout cas, que moi, je vis Toulouse. Le dimanche, je marche chez Victor Hugo, même si aujourd'hui, j'habite plus à côté, j'y vais quand même parce que c'est un peu... Monsieur a les moyens. J'y vais pas forcément pour acheter, mais pour voir des copains, pour voir des commerçants que je connais. Pareil, les vies de quartier, chaque quartier a son petit quartier. Voilà, pour moi, Toulouse, c'est plusieurs petites villes, c'est ça. Lucas Duval, merci d'avoir été avec nous dans Toulouse merci et vous. Merci de l'invitation. À une très prochaine fois et on passe tout de suite à la suite. L'heure de parler sortie avec Léo de Pinkin, toujours en compagnie de Cédric. Oui, plein de sorties en ce début d'année avec Pinkin. Effectivement, déjà une très bonne année à tous. Oui. Bonne année, oui c'est vrai. Bonne santé, également. Bonne sortie aussi. Bonne sortie. De très belles soirées à venir pour 2025. Exactement. On va vous en présenter 3 déjà pour commencer. Ouais. Et 3 belles soirées qui ont lieu à Toulouse en 2024-5. Peut-être votre première soirée de 2025. C'est possible. C'est possible pour beaucoup. C'est possible, ouais, je pense. Le temps de se remettre du réveillon. Tu vois, je reviens du Var, tout ça, machin, donc c'est sûr. Là, c'est ta première grosse soirée qui va arriver. Ouais. Là, j'ai plus aucune répartie parce que contre le... Faut aller zouker un peu pour perdre un peu le beat que tu as pris dans le Var. On embrasse ta maman. Si on l'embrasse, c'est qu'elle cuisine très bien. D'accord, ok. Ouais. Bah oui, là, il faut aller évacuer tout ça, tu vois. Ok, on a quelques soirées à te présenter. Tu feras ton choix parmi ces 3 soirées-là. Très bien. Pour aller évacuer le dîner de Noël. Super, merci beaucoup. Allez, c'est parti. On passe à l'année 2025 et donc forcément, comme chaque année, beaucoup d'événements à Toulouse ce mardi 31 décembre. Vous aurez l'embarras du choix. Chaque établissement organise sa propre soirée quasiment sur Toulouse. Déjà sur l'application, on recense 42 événements différents. Vous en avez pour tous les goûts. En plus, on a des soirées qui commencent dès midi, par exemple au Cosmopolitain. Moi, j'ai envie de vous parler de la soirée au Puerto Habana. Donc le Puerto Habana, c'est un bar qui se situe à François-Verdier. Vous pourrez manger sur place à partir de 19h. La soirée va jusqu'à 5h avec un DJ set. Et donc pour cette occasion, l'entrée sera à 15 € avec une conso.
Donc si vous aimez les ambiances latino-cubaines, ça vaut le coup de passer en 2025 sous ces airs-là. Ensuite, on passe au vendredi 3 janvier. Donc là, c'est l'une des premières soirées de l'année 2025. Et là, on va au Zapata. Le Zapata, c'est un établissement qui se situe sur la zone Sesquière. Et c'est sûrement l'un des établissements les plus insolites de Toulouse. Avec sa déco qui vraiment vous emmène dans un nouvel univers. Vous avez l'impression de repartir 200 ans en arrière. C'est vraiment incroyable. Donc c'est une déco qui est permanente. Je vous invite à aller voir ce lieu. Pour l'occasion, ce vendredi 3 janvier, ils feront la soirée The Mask en référence au film de Jim Carrey. C'est l'une des plus grosses soirées de l'année. Le style de musique sera open format généraliste. Le DJ passera un peu de tout, de quoi satisfaire tout le monde. Et chacune de leurs soirées commence à 20h. On peut manger sur place. La restauration est plutôt pas mal. Et les soirées finissent à 4h du matin. Donc il y a de quoi. Le vendredi 10 janvier, donc c'est la semaine suivante, cette fois-ci on va à l'Étoile Club pour une nouvelle édition des Aphrodite. J'ai déjà parlé de cette soirée, c'est une soirée référente urbaine à Toulouse. Pour cette occasion-là, c'est en collaboration avec Maison Barème. Maison Barème, c'est une marque de vêtements streetwear à Toulouse. Le thème de cette soirée sera Full White, tout le monde en blanc. Et chacun de leurs événements à Toulouse, cette soirée aura lieu à l'Étoile Club. Elle commencera à partir de minuit, ce vendredi 10 janvier. La billetterie est déjà en place et il y a il y a des préventes flash, donc avec un prix plus intéressant. Donc il faut vite se dépêcher d'aller sur la billetterie pour avoir accès à ces tarifs-là. Voilà, je vous ai parlé de ma petite sélection de 3 prochains événements sur les 2 prochaines semaines. Maintenant, à vous d'aller checker l'application. Si jamais dans ces événements, vous y retrouvez pas ou vous n'avez pas la disponibilité, vous pouvez filtrer sur l'application dans la partie agenda. En fonction vous pouvez personnaliser votre recherche en fonction du style de musique, du type d'établissement, de votre tranche d'âge. C'est très personnalisable, donc, et vous trouverez forcément une soirée qui vous corresponde. Il y a un large choix. Je vous invite à aller checker ça. Il est disponible sur Google Play et sur l'Apple Store. Merci beaucoup et on se revoit dans 2 semaines. Merci beaucoup Léo. Merci. Et bonne année encore. Et bonne année. On passe à la suite. Et vous le savez, dans Toulouse et vous, on parle entreprise, business, avec Business et vous, toujours avec Cédric, bien sûr. Oui, et on a invité... mon côté entrepreneur. entrepreneur. On a réinvité justement Virginie Boé-Guichard, qui est avec nous de gvotresolution.com. Bonjour Virginie. Bonjour Alex. Bonjour Cédric. La dernière fois. Ça va. Ça va. Toujours aussi souriante et rayonnante, ça fait plaisir. Exactement. On a l'impression qu'on ne s'est pas quitté. Qu'est-ce que j'ai bien fait de venir? C'est un rayon de soleil. Le soleil est rentré dans le studio. J'ai bien été tous ces gens qui te disent ça. Donc, il y a eu les fêtes de Noël, il y a eu les fêtes de fin d'année, là. Donc, ça a toujours été ça. Tu sais, pendant les fêtes, c'est oh là là. T'as pas remarqué? Je te regarde. Donc, que tu as plus de gaz pendant les fêtes, c'est ça? Oui, mais ça, c'est parce que je mange différemment. Sympa, ça s'est fait. Donc, la dernière fois, on a parlé de J'ai votre solution, on a parlé des formations. C'est vrai que tu voulais revenir sur un sujet, on va en aborder plusieurs pendant ces 10 minutes. Je voulais revenir sur un sujet, l'entrepreneuriat. Tout le monde dit, c'est à la grande mode, il faut entreprendre, devenir entrepreneur et tout. Moi, je me demande si tout le monde est capable d'être entrepreneur. Tu vois, on avait évoqué notamment l'autre fois que moi, je suis entrepreneur. Moi, je suis entrepreneur parce que j'ai pas le choix. Demain, on me proposerait un poste salarié. Je pense que je prendrais parce que moi, je suis un créatif. Gérer toute la partie paperasse, aller chasser le client et tout ça et machin. Comment dirais-je? C'est un peu tendance à me gonfler comme un truc. Et donc, est-ce que tout le monde est fait pour entreprendre? Tu me poses la question? Oui. Je sais pas si tout le monde est fait pour entreprendre. En tout cas, pour entreprendre, je pense qu'il faut aimer le risque quand même, le goût du risque. Il faut avoir envie de se challenger. Et il y a des personnes qui sont plus peut-être dans la sécurité, tu vois, comme tu parlais du statut de salarié. Je pense que c'est donné à tout le monde, mais est-ce que les gens se font suffisamment confiance? Est-ce qu'ils ont confiance aussi en la société? On dirait un sujet de philo. C'est vrai, parce que la société donne confiance à ça. C'est ça. Après, on avait reçu un entrepreneur ici qui disait on peut être salarié, on est bien placé pour le savoir, et se lancer à côté dans l'entrepreneuriat. Oui. C'est avoir cette sécurité-là, et en même temps se dire tiens, j'ai du temps, et mon patron, ça se passe bien, il est OK avec ça. Et ce qui va se passer de plus en plus, je pense, selon le métier qu'on a et tout ça. Et donc, à côté, je vais pouvoir me lancer dans une autre activité plus personnelle. Ça, je crois que beaucoup, en tout cas, c'est qu'il faut en avoir envie, au-delà de l'amour du risque. Il faut vraiment que ça nous tienne, quoi. Il faut en avoir envie. Et puis après, j'ai souvent dit, selon moi, que l'entrepreneuriat, ça se résume à un verbe.
c'est tenir. Parce qu'en fait, c'est toujours avoir les pieds sur terre. De temps en temps, tu as envie de t'envoler quand tu remportes, par exemple, des clients ou autres. Et c'est les pieds sur terre et un peu la tête dans les nuages. Mais c'est pas une course, en fait. C'est de l'endurance. Parce qu'on a plein de up and down. En même temps, c'est aussi ce qui nous maintient, ce qui nous donne envie de nous dépasser. Mais c'est... je sais pas quand même si tout le monde peut vivre avec ça. Il y en a qui préfèrent d'ailleurs gagner moins, mais avoir cet aspect sécuritaire. Et comme tu le disais toi, Alex, par contre, ce qui est super, c'est selon moi, ce statut d'auto-entrepreneur qui te permet de goûter à l'entrepreneuriat. Moi, c'est ce que j'ai fait. Le statut est arrivé en 2009. J'ai été salariée à 35 heures dans une école toulousaine. J'ai dit, je garde que 4 heures par semaine et je me monte auto-entrepreneur. J'avais ma famille qui est très pieuse, qui était en prière, en disant elle est folle, elle va jamais y arriver, elle a un enfant, etc. Et je l'ai fait et je regrette pas. Et après, quand on y prend goût, je crois qu'on a du mal aussi à redevenir full salarié. Oui, parce que c'est beaucoup de sacrifices. Alors, ça peut être mal vu quand on dit sacrifice, ça de suite, ça rajoute un poids un peu. Mais c'est vrai que quand on se lance... Faut sacrifier des animaux pour trouver des clients. Pour trouver des clients. Surtout au début. Voilà, ça veut dire les week-ends, on s'assoit dessus. Les soirées, on s'assoit dessus parce qu'on a du boulot à faire, parce que toute la journée. Il y avait quelqu'un qui avait dit une fois, où c'était, qui a dit à un moment donné, la journée de salarié, de, je sais pas moi, 9h à 18h, c'est pour payer mes factures, pour payer mes charges. Et passer ce délai-là, c'est pour créer un petit peu mon empire, mon truc, voilà. Ça, je l'ai beaucoup entendu, ça. Au début, je prenais ça à la rigolade. En fait, je me suis rendu vite compte que c'est vrai. C'est que il y a ce côté, les obligations avec les horaires, et à côté de ça, ça demande à créer autre chose. Et puis, il y a aussi un truc dont il faut tenir compte, c'est la mutation de la société à ce niveau-là. C'est vrai qu'on prend sur la génération de nos parents, en général, tu trouvais un boulot, tu rentrais dans ce boulot, tu y passais toute ta vie. Bon, des fois, tu évoluais un peu. Alors que maintenant, on s'en aperçoit, les gens, moi, je connais pas une seule personne de ma génération, à part quelques profs, justement, ou qui ont fait le même métier toute leur vie, quoi. On saute de plus en plus d'un métier à un autre. Vous savez combien on a de métiers différents, en moyenne? Non. Dans une vie aujourd'hui? Vous diriez combien? Moi, je dirais 4. Ouais, dans ces eaux-là, 4, 10. 5. 10. Attends, cuisinier, IMO, en radio. Ah, est-ce qu'on peut compter ça plusieurs va vite, métiers dans une... En moyenne, mais depuis 5-6 ans, les personnes là ont une dizaine de métiers différents. D'accord. C'est énorme. Mais est-ce que c'est parce qu'on a envie de tester d'autres trucs? On a réalisé qu'on n'avait qu'une seule vie, il faut y aller? Ou c'est aussi peut-être parce qu'on est comme ça, on a aussi 3 mariages, 4 mariages? Moi, c'est des questions que je pose souvent, puisque donc, étant dans le milieu de la formation, on est proche du domaine du recrutement. Et aujourd'hui, le recrutement, c'est compliqué. Peut-être que vous le voyez, vous aussi. Oui, c'est vrai qu'il galère. Et vous avez tous un ami d'un ami qui dit moi, je change de métier ou j'arrête. Voilà. Et il a été noté que ça s'est intensifié. Vous avez peut-être dû le voir pendant le Covid, en fait. C'est-à-dire que les gens se sont dit stop, la vie que j'avais avant, je l'arrête. Ou au contraire, il y a eu beaucoup, en fait, ça a été jour-nuit un peu à l'issue du Covid. Il y a eu d'ailleurs des mariages, des séparations, pareil dans l'entrepreneuriat. Donc je pense que ça s'est pas mal développé à ce moment-là. Et les jeunes d'une vingtaine d'années que j'ai dans mon entreprise, et j'en ai encore une fois une à la maison, disent est-ce qu'il faut travailler pour vivre ou vivre pour travailler? Et ça, c'est un peu le thème d'actualité. Et souvent, ce qu'ils veulent faire, d'ailleurs, les très jeunes comme ça, ils veulent travailler un petit peu et aller faire le tour du monde. Et après, ils verront. Alors que nous... alors nous, j'ai pas le même âge que vous, tout à fait. Quand je fais le tour du quartier, déjà, c'est beaucoup. Voilà. Tu t'as oublié d'acheter ton café, il faut... Mais je veux dire, nous, on n'était pas du tout dans ce mood-là, quoi. Ah oui, non, mais il y a un truc qui est assez hallucinant au niveau des jeunes. Moi, je raconte souvent, donc mon fils a eu 12 ans en décembre. Il m'a dit, papa, je veux devenir cuistot. J'ai dit, écoute, t'es en 5e, si tu veux, en 4e, tu peux attaquer une formation professionnelle. Tu vas me l'envoyer. Il m'a regardé, il m'a fait, non. Non, parce que là, pour l'instant, j'ai envie, mais je sais pas si ça va me durer. Donc, j'attends d'arriver à la 3e. Et puis, bon, je verrai. Voilà, la maturité. Moi, à 12 ans, j'avais pas cette maturité-là. Je voulais rentrer. Voilà. Prendre mon goûter. Moi, je voulais être hôtesse de l'air, mais j'étais trop petite. Ah. Ça n'a pas changé. Je voulais être Indiana Jones à un moment donné. Une problématique, justement, vu qu'on parle de l'âge.
Alors déjà, il y a deux choses. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plus trop de boulot pour tout le monde, de toute façon, parce que on a beau te dire, quand tu vois le nombre de chômeurs et que de catégorie A et le nombre de postes proposés par Pôle emploi, on s'aperçoit qu'il en manque quand même un peu. Et il y a un phénomène qui est le phénomène de l'âge. Moi, j'ai 47 ans. On m'a clairement expliqué à Pôle emploi que j'étais trop vieux pour être sur le marché du travail. 47 ans. Voilà, quoi. Et en même temps, parfois, tu cherches un candidat, et je suis bien placée pour le savoir, et tu trouves pas. Alors, ils sont où, tous ces gens? Oui, ils sont où? Je cherche. Je ne vois pas. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Hein. C'est par moment, cette offre et cette demande, elles se rencontrent pas, et on se pose des questions. Et on n'est pas, je sais plus qui me disait, on n'est pas loin du plein emploi, faut pas quand même exagérer, quoi. C'est vrai que la question se pose. C'est très philo aujourd'hui. On en est loin quand même. Moi, j'ai l'impression. Mais bon. On en est loin, mais c'est vrai que tout est compliqué, surtout avec la conjoncture. Waouh, la conjoncture politique, ça fait bizarre de parler de ça comme ça. Mais c'est vrai, tout fait que, avec ce qui se passe en ce moment dans le monde. Donc, quel est le conseil qu'on pourrait donner vraiment à quelqu'un qui a envie de se lancer en entrepreneuriat, qui est foufou, qui se dit je vais forcément y arriver de suite, ça va marcher. Alors on voit beaucoup de réels sur les réseaux sociaux, de TikTok, you speak very well English. où ils sont là, tu sais, à parler à rien, parce qu'il y a personne en face d'eux en réalité, les trois quarts. C'est pas des vrais podcasts qu'ils font, c'est des trucs. Je sais, je l'ai fait une fois pour rigoler, et c'était ça pour parler de crypto-monnaie, tout ça. Et ils expliquent que on apprend que dans l'échec et pas dans la réussite. C'est vrai ça ou pas? Je regarde tous les deux parce que on apprend aussi de la réussite, mais beaucoup plus de l'échec. Je vais vous dire, comme ça que je vois les choses. Alors, moi, ce que je dirais par rapport à ça, c'est que déjà, le cerveau ne fait pas de différence entre ce qui est réel ou imagé. Donc déjà, la première chose avant de se lancer, c'est de visualiser l'objectif. Après, ça fait pas tout, hein, parce qu'on peut visualiser, rester dans son lit, ça fera pas la même chose. Donc, on va se donner les moyens, mais je crois beaucoup à cet aspect mindset en tout cas. Et oui, les échecs, bien sûr que souvent je les vois, ces reels dont tu parles, là où il y a même une espèce de balle et si c'est tout droit, elle va pas vite, et puis si ça descend, si ça monte, elle va plus vite. Ouais. Voilà, c'est un peu ça, oui. Et c'est vrai. J'avais pas vu ça là. Ouais, mais c'est ça. En fait, ça te donne de l'élan finalement. Okay. Donc oui, l'échec est nécessaire. Après, il y a des entrepreneurs qui en peuvent plus quand même, faut le dire aussi. Hier, j'ai reçu un client qui est un diagnostiqueur immobilier qui subit les dommages collatéraux. Oui, parce que tous les métiers sont touchés à l'immobilier. Hein, et puis, les gens deviennent de plus en plus énervés, donc c'est pas toujours facile. Il y a les charges, il y a quand même un contexte, sans parler de sinistrose, qui est compliqué. Donc, à un moment donné, il y en a qui aimeraient même reprendre un poste de salarié. Il y en a qui me disent, moi, je veux juste un poste de salarié, je veux plus de responsabilité, et on les comprend. Mais oui, l'échec, je pense, pour répondre à ta question, est nécessaire pour aller plus loin. Justement, est-ce que le statut d'auto-entrepreneur là-dessus n'est pas un problème sur un truc? C'est que monter son auto-entreprise, c'est à la portée de n'importe qui. C'est super facile à faire, mais il n'y a aucun accompagnement. Toi, par exemple, tu es dans la formation, tu es dans ce genre de choses, donc tu as des infos qu'il n'y a pas forcément, mais tu as plein de gens qui vont se monter auto-entrepreneurs. À une époque, la grande mode, c'était on monte une asso pour tout et n'importe quoi. Maintenant, tu as des gens qui se montent auto-entrepreneurs pour tout et n'importe quoi et qui tombent dans l'échec par mal de l'accompagnement. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai. Alors, si tu vas sur mon compte formation ou ailleurs, tu verras qu'il y a des formations d'aide à la création d'entreprises et d'associations. Donc, il existe effectivement des accompagnements là-dessus. Après, ce qui est pas simple, je trouve, c'est simple de monter auto-entreprise. Ce qui est pas simple, c'est quand on est phobique administrativement. Et il y en a, puisqu'on ne le croit. Moi. Il n'y a pas que Monsieur Cahuzac. C'était lui? Oui, c'était Cahuzac. Oui, et moi un peu. Voilà. Ce qui est peut-être compliqué, c'est la suite, en fait. C'est pas la montée, c'est après, et surtout développer l'entreprise. Parce qu'une fois qu'on a cette entreprise, comment est-ce qu'on va chercher des clients? Comment est-ce qu'on communique? Oui, comment on va plus loin que ce qu'on a déjà actuellement? On peut se faire accompagner, encore une fois. Voilà, et surtout, faut pas perdre de vue, on en parlait tout à l'heure hors antenne. Oui, vous n'êtes pas obligé de mettre des 100 et des 1000, mais au bout d'un moment, quand on entreprend, eh ben, faut poser de l'argent sur la table, quoi. Et se faire aider, parce qu'il y en a qui sont de bons techniciens ou qui sont de bons, qui réalisent comme il faut leur métier, mais qui ne savent pas se vendre. C'est pas donné à tout le monde. Donc là, c'est là où il faut mettre en place des méthodes. Ben, c'est plus facile de vendre les autres, je dirais, que de se vendre à soi. Ah oui, c'est très compliqué. Pour ça, il faut peut-être te voir avec gvotresolution.com. Merci. Par exemple. Beaucoup, Virginie Bruguière, d'avoir été avec nous dans Toulouse et vous. Et on te retrouvera, je pense, encore pour plein d'autres. Et puis, de toute façon, on se voit partout, la radio. Avec grand plaisir. La télé, maintenant. Merci. C'est vrai qu'on passe à la suite, bien évidemment, de Toulouse et vous.
Et vous savez, dans Toulouse et vous, on laisse place à l'artiste grâce à Mina Forward de Regard qui est avec nous. Salut, tu vas bien? Ça va, bien. Ça va bien. On est content. Toujours content d'avoir. Mina, notre rayon de soleil qui revient en ce début d'année. Oui, en ce début d'année, t'as passé de bonnes fêtes? Oui. Oui. Écoute, ça te regarde pas. Ouais, on a bien mangé, quoi. Les fêtes, ça s'en mange. C'est vrai, ça? Ouais, non, on a mangé, on a... Bon. Et comme l'année dernière, cette année, en 2025, tu reviens pas toute seule? Et je reviens toujours pas toute seule, même en 2025. Non. Alors, tu es venue donc pour cette rentrée, je viens avec une artiste à la voix cristalline qui s'appelle Blue Jay. Elle fait une pop alternative avec des instrumentales électroniques hybrides. Ses influences, on peut citer Billie Eilish et Noga Erez. Vous l'avez peut-être vu sur le tremplin du Rose Festival en 2024, parce qu'elle était finaliste sur le tremplin. Ce qui est intéressant aussi pour toi, c'est que ta carrière, on dirait qu'elle est en train de décoller. Il y a un truc qui se passe, en tout cas, chez toi, sur ta carrière musicale. Tu as eu 2 belles signatures en fin d'année 2024, notamment sur le label Banzai Lab, connu notamment pour Altarba, Steinbay, Prolétaire, et également chez le booker parisien qui s'appelle Netic, qui a des artistes comme Dynasty et Mektoub, entre autres, qu'on connaît bien ici. C'est vrai? Ouais. Dynasty vient souvent jouer à Toulouse et Mektoub, moi je l'avais vu à l'époque du Groland déjà, donc on le connaît bien aussi. T'as une actualité en janvier, le 17 janvier, tu joues au Rex. Exactement. Tu joueras aussi sur certains festivals cet été, mais on en saura plus peut-être le long de l'année. Qu'est-ce qui va se passer au Rex le 17 janvier? Eh bien, le 17 janvier, du coup, c'est ma première date au Rex, puisque j'ai eu la chance ces dernières années de faire pas mal de jolies salles toulousaines, mais j'avais pas encore fait le Rex. Et en plus, j'ai l'honneur de faire le Rex en tête d'affiche, du coup, avec le groupe Upright en première partie. Donc, ça va être une très belle soirée, avec un show spécifiquement designé pour cette occasion et plein de surprises et des invités et voilà. Et je me permets aussi juste de rajouter par rapport à ce que tu disais au niveau des signatures que très récemment c'est ajouté aussi dans le package la production de tournée avec Swap Music du coup qui est basé sur Rennes. Ok. Voilà. Donc, tu as des signatures à Paris parce que Banzai Lab, ils sont à Bordeaux. Ouais, il y a Bordeaux pour Banzai, Paris pour Netic et Rennes pour Swap. Ouais, donc tu as un vrai intérêt de toute la France, c'est chouette. Ça commence, ouais, c'est trop cool. C'est cool, c'est bien. C'est bien parti en tout cas. On a vu aussi, donc tu as sorti un EP qui s'appelle Nomade début novembre dernier. Exactement, le 13 novembre, ouais. Le 13 novembre. Mais juste avant cet EP, tu avais sorti 13 titres en quelques mois. Ouais, j'ai sorti mon premier album. Énormément. Ouais, je pense que ça a toujours été un petit peu un de mes points forts, c'est que je suis très productive. J'ai la chance aussi en fait de travailler en binôme avec Ryan qui est là dans l'ombre, toujours dans l'ombre. On le voit pas sur le plateau, mais en fait c'est vraiment mon binôme indissociable. Et lui, il est musicien, il est arrangeur, il est beatmaker, il est aussi ingé son. Donc c'est vrai qu'en fait à deux, on est hyper productif et on est tout le temps en train de faire des nouveaux sons, en train de prévoir des nouvelles sorties. Donc effectivement, avant l'EP Nomade, il y a eu des singles aussi qui sont sortis tout au long de l'année. Et avant ça, il y avait eu Chrysalis, mon premier album, qui, au jour où on tourne là, est sorti il y a 1 an, tout pile. Un bon anniversaire. Justement, pour la méthode de composition, donc tu l'as dit, tu as Ryan qui t'aide à côté sur le côté musical et tout ça. Comment ça se passe? Déjà, est-ce que tu es une studieuse ou est-ce que tu travailles à l'inspiration? Et est-ce que c'est la musique qui arrive en premier, les textes qui arrivent en premier? Comment ça se passe? Alors, il y a plein de formules possibles. En fait, le cas de figure le plus fréquent, on va dire, c'est que c'est effectivement Ryan qui est à l'origine de toute la partie musicale, donc de toute la prod. Très souvent, ça va partir d'un mood plutôt, où je vais lui dire, ah bah là, j'aimerais bien un morceau un peu énervé. Là, j'aimerais bien un morceau plutôt dansant. Là, j'ai envie d'un truc triste, mais avec telle influence. Enfin, moi, j'ai plutôt des idées un peu d'atmosphère. Et lui, avec ses pouvoirs magiques, il va me trouver des incroyables prods. Et puis après, en fait, de là va se créer la mélodie, et par-dessus la mélodie va se créer les paroles. Mais c'est très fréquent que, en fait, au moment où j'écris mon texte, je pioche dans des notes, en fait, sur mon iPhone, où je note parfois des bouts de phrases, des formulations, des métaphores qui me viennent à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Et après, selon le thème du morceau, je vais piocher, en fait, dans ces bouts de texte qui existent déjà pour les mettre sur la musique, du coup. D'accord.
Et aussi, du coup, il peut y avoir le cas de figure où je peux composer parfois en piano-voix. Toute seule, et du coup j'ai une base d'accords, des bouts de mélodie, des bouts de paroles qui me viennent, ou alors même c'est déjà arrivé que j'ai un morceau entier, et puis après on va au studio avec Ryan et on prodifie tout ça, on le rend plus produit, plus électronique. D'accord. Ok. Et donc si on parle inspiration, quelle est la chose la plus improbable que tu as utilisée comme source d'inspiration pour une chanson? La plus improbable... Alors, il y a un son qui n'est pas encore fait, mais que j'ai envie de faire. J'ai envie que ce soit le prochain son qu'on fasse, où j'ai envie de me baser sur un TikTok de Sylvain Durif. Je sais pas si vous le connaissez. Le grand Christ cosmique. Bien sûr. Et en fait, c'est un TikTok où il fait une impro. Il fait une improvisation en sifflant. Et je trouve ce sifflement incroyable. Et j'ai envie d'en faire la base d'une prod. Donc, à l'heure actuelle, ce son n'existe pas encore, mais on va s'y mettre bientôt. Il va exister. Tu nous l'envoies dès que ça existe. Oui. Pour faire la suite de tout ça. Alors, une petite question. Si tu pouvais collaborer avec un ou une artiste d'une époque révolue, qui choisirais-tu et pourquoi? Qui choisirais-tu? J'ai un accent alsacien. Je sais pas pourquoi. Qui choisirais-tu? Donc, quand on parle d'ailleurs d'un artiste d'une époque révolue, à toi de voir, c'est quoi aussi une époque révolue? Parce que on n'a peut-être pas les mêmes époques révolues, clair, donc tu vois. Ça peut piquer. Là. Voilà, ça peut piquer. Mais c'est pas grave, je tente. Une époque révolue, c'est quelqu'un qui serait mort plutôt. Ou à la retraite, ou très vieux. Par exemple, Michel Sardou, pour moi, c'est révolu, mais pas pour tout le monde, tu vois. Tu vois. Attends, mais ça peut... le temps béni des colonies, je suis pour... Moi, j'aime bien ça. Voilà. Donc, choisis l'époque que tu veux, une époque révolue pour toi. Donc, un artiste avec qui si tu pouvais collaborer là demain avec un artiste. Alors, ok, ok. Une époque révolue pour moi. Quand j'étais ado, j'étais très fan d'un groupe qui s'appelle 30 Seconds to Mars. Je sais pas si vous connaissez, avec Jared Leto comme leader du groupe. Et donc, c'est un groupe qui est toujours actif. Mais par contre, pour moi, c'est une époque révolue puisque j'étais vraiment très, très fan à mon adolescence. Et c'est plus du tout le style de musique que j'écoute actuellement, mais j'ai des très, très bons souvenirs en rapport avec ce groupe. Donc, je pense que je choisirais ce groupe-là pour collaborer. Donc, ça serait pas mal, hein, ça pourrait être pas mal. C'est vieux que ça. C'est pas si vieux que ça. Qu'on embrasse. Oui. Qui doit nous regarder, sûrement. Voilà, avec Qui nous regarde sûrement. Si ta musique était un cocktail, quel serait l'ingrédient secret? Je dirais un mélange d'épices incongrues. C'est-à-dire des épices que tu mélangerais pas forcément ensemble. Genre de la cannelle et du basilic, tu vois. Ah ouais, ok. C'est vrai que je mélangerais pas forcément du... Ouais. Et Sylvain Durif. Et un soupçon de Sylvain Durif. Très bien. C'est quoi le message le plus chelou qu'un fan t'ait envoyé? Il y a quelqu'un qui, un jour, m'a demandé d'écrire un truc pour se le faire tatouer. Ah oui? Ouais. Je crois pas qu'il l'ait fait au final, mais il m'avait demandé. Il a pas aimé, en fait. On t'a demandé une phrase à tatouer, en fait. Ouais. Ok. Oui, c'est vrai que c'est bizarre comme approche. Si on fouille dans ton historique Google, c'est quoi la dernière recherche que tu n'assumerais pas? Et donc, du coup, qu'il faut que tu assumes, là. On te demande d'assumer aujourd'hui. Sylvain Durif? Forcément. En plus, c'est que très souvent, je supprime mon historique Google, non pas parce que je cherche des trucs bizarres, mais parce que juste, je trouve ça tellement ridicule, en fait. Genre, ça passe de comment cuire tel truc à pourquoi mon chat a vomi noir, tu vois. Ton chat a vomi noir, pardon. Non, moi j'ai déjà vomi noir. Ça veut dire que c'est du sang et qu'il faut potentiellement aller à l'hôpital. Ah oui, c'est... Non, la dernière là. T'aurais dû m'envoyer tes questions à l'avance parce que c'est dur de réfléchir. Une recherche incongrue qui peut dater. Hein. Je pense que ma recherche la plus incongrue, c'était vomir noir. Que faire? Est-ce que tu vas mourir ou pas? Bon, déjà, t'es là aujourd'hui, donc c'est bien. N'abusez pas du gin tonic. Ah bah voilà. Évitez ça. Voilà. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Dernière question, après on va t'entendre quand même jouer ton morceau. Tu as déjà fait semblant d'aimer un cadeau pour ne pas vexer quelqu'un. Et c'était quoi? Oh non, je peux pas le dire ici. Bah ouais, bah si. C'est super sympa pour la personne qui. Bah ouais, je sais. Non, je peux pas le dire ici, je te jure, je peux pas. Aïe. Mais parce que c'est. Non, c'était pas toi. C'était pas toi, je te jure. Non, mais tu sais, les membres de ta famille parfois, ils connaissent pas forcément tes goûts, ou alors si c'est des articles de type mode. Ils n'ont pas forcément les goûts du jour. Ah oui, voilà, les vêtements, il faut que les parents arrêtent. Les parents et les grandes-tantes, surtout, arrêtez d'offrir des vêtements. Ça dépend. Ma mère, elle a des bons goûts. Ça va. Ah ouais? Ouais. Arrêtez d'offrir Moi, des ma vêtements. mère, elle est morte. Oh, en plus, c'est vrai. Très bien. Eh ben merci, parce que là, il est temps. Ouais, il reste 5 minutes, donc on va te laisser jouer ton Donc morceau. c'est parti, c'est à moi. Well, that's too bad. Oops, you got him mad again. Boom, she shut him down like a criminal. State of mind was critical. She could have gone with the chemicals, but she likes to have them like animals. She's a maniac, things she does, they don't depend on me. You know, I just try to be good, but sure. Oh, my eyes under control again, and I don't understand what she's trying to do or say. She always gets her way, so if you get hurt, baby, that's too bad. That's too bad. That's too bad. Oops, you got him mad again. Oops, you got him mad again. That's too bad. Oops, you got him mad again. Oops, you got him mad again. That's too bad. They all want me to sing in French, cause that's what the radio wants. They say, you cool, we like your music, but on est quand même en France. Okay, I mean, I get it, but why does it make you so mad? Forget it. If you don't get a word that I say, that's too bad. Telling me someday you're gonna wake up with your jig chopped off if you keep sending me pics of it on Instagram. She has many of you on her sites from major faults on little. She won't hesitate to put a gun to my head. Oh, my head's under control again. I don't understand what she's trying to do or say. She always gets her way, so if you get hurt, baby, that's too bad. That's too bad. That's too bad. Oops, you got him mad again. Oops, you got him mad again. That's too bad. Oops, you got him mad again. Oops, you got him mad again. That's too bad. Blue Jay dans Toulouse et vous. Merci. Ah, ça fait du bien. Merci Mina de me l'avoir emmené encore. Je t'en prie. Ouais, toujours avec de super invités artistiques. Merci beaucoup. Je laisse poser la question aux réseaux sociaux. Oui, si on veut retrouver tes dates, si on veut te suivre, si on veut, on te trouve sur toutes les bonnes plateformes et dans toutes les bonnes crèmeries. Exactement. Surtout sur Instagram, Blue Jay Music, sur TikTok, sur Facebook, un petit peu partout. Et sur toutes les plateformes de streaming, évidemment. Eh bien, on n'y manquera pas. Toulouse et vous, c'est terminé pour aujourd'hui. On se C'est retrouve. fini Eh ben, c'est fini. Non, mais c'est fini. C'est tragique. Je le vis très mal. Je le vis très mal. On se retrouve très vite. Pensez à vous abonner, à partager les interviews qui vous intéressent ou qui ne vous intéressent pas. Partagez-les aussi, bien sûr. Voilà.
S'il y a des sujets qui vous intéressent pas, dont vous voulez qu'on parle, n'hésitez pas à nous contacter. Exactement. Merci à toute l'équipe technique de la Règlebox. Merci Mina. Et on se retrouve très vite. Merci Jennifer à la technique. Voilà. Pour un prochain numéro de Toulouse et vous. À très vite.